Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Deuxième heure d'Europe 1 Soir Week-end, j'ai le plaisir d'accueillir mon désormais duo traditionnel du dimanche, Alexandre Malafaille, fondateur de l'Institut Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Demuru. Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Stéphanie. Vous avez passé une bonne semaine tous les deux? Excellente. Bon. À vous écouter. Besogneuse. Bon, besogneuse. Il y avait beaucoup d'actualités, effectivement. On va en parler tout au long de cette heure et à commencer par l'actualité internationale qui nous interroge toujours autant. Donald Trump est-il sur le point d'attaquer l'Iran? L'arsenal américain, en tout cas dans la région, n'a jamais été aussi importante, en tout cas pas depuis la guerre en Irak de 2003, à tel point que le président américain se demande pourquoi l'Iran n'a pas capitulé face à ce déploiement militaire XXL. On va tenter d'y voir plus clair. Bonsoir, général Bruno Clermont. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, consultant défense, général de corps aérien. Alors, Washington a dépêché 2 porte-avions dans la région. Le porte-avions Ford, qui est le plus grand du monde, arrive dans 3-4 jours. Alors, je précise qu'il y a plus de 60 avions militaires américains qui ont atterri sur une base stratégique en Jordanie. Ça, c'est ce que rapporte le New York Times ce week-end. C'est 3 fois supérieur au nombre habituellement stationné sur place. Clairement, c'est un signal fort envoyé par Donald Trump face à l'Iran, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, selon le général que vous êtes? D'abord, vous l'avez dit, c'est un signalement stratégique. L'objectif est de mettre le maximum de pression sur l'Iran pour qu'ils acceptent une négociation en les menaçant en permanence. Ce dispositif, il est effectivement considérable. On peut estimer qu'il y a à peu près la moitié des capacités déployables de l'US Air Force qui sont positionnées tout autour de l'Iran et un tiers des capacités de frappe de l'US Navy. Vous l'avez dit, le plus grand porte-avions du monde arrive et va rejoindre la Méditerranée orientale. Donc la pression est maximum et en réalité, les militaires obéissent à une directive du président qui est de se préparer à plusieurs types d'opérations si il décide d'en donner l'ordre. 2 opérations principales, une opération offensive, je reviendrai sur les objectifs, et aussi une opération défensive qui vise à protéger l'ensemble des troupes américaines, mais également les alliés dans la région. Donc c'est ces 2 opérations qui nécessitent de mobiliser un très grand nombre d'équipements. Et on a vu depuis, vous savez, vous vous souvenez le jour où le président Trump a dit l'aide arrive, c'était le 13 janvier, donc c'était il y a plus d'1 mois. Et depuis 1 mois, on va arriver des renforts qui viennent des différents commandements opérationnels des États-Unis pour renforcer le dispositif militaire en Iran, autour de l'Iran. Alors, général Bruno Clermont, vous nous décrivez plusieurs options. Est-ce qu'il y a une option qui semble privilégiée à ce stade, selon vous? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. Déjà, il y a sur la partie offensive, il y a 2 options principales. La première, c'est avec ou sans les Israéliens. Ça peut être d'ailleurs les Israéliens qui frappent et les Américains qui sont en secours. Donc ça, c'est la première option. Ensuite, il est évident que s'il y a une frappe, il y a 2 options de frappe. C'est une grosse frappe importante, massive, qui va contraindre l'Iran à négocier, ou si l'Iran ne négocie pas, une véritable campagne aérienne. Une campagne aérienne, c'est des bombardements qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et cette option-là, je pense que le dispositif militaire en place permettrait de réaliser une campagne aérienne qui durerait plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors justement, vous dites si l'Iran ne négocie pas, mais alors aujourd'hui, Donald Trump, manifestement, s'est étonné lui-même. Pourquoi, sous cette pression, avec la puissance maritime et navale déployée là-bas, ne sont-ils pas venus vers nous en disant « Nous affirmons ne pas vouloir l'arme nucléaire, alors voici ce que nous sommes prêts à faire ». Ça, c'est Steve Witkoff, le conseiller de Donald Trump, qui le raconte à Fox News. Mais c'est vrai que c'est étonnant, on se pose la question, pourquoi l'Iran, en effet, ne cherche pas à négocier plus que cela, selon vous? En réalité, l'Iran est bâti sur le principe de la haine des États-Unis et de la haine d'Israël. L'outil principal de ce régime, c'est les gardiens de la révolution, c'est sa puissance, et puis ce sont ses missiles balistiques et ce fameux programme nucléaire. Donc toute concession, la concession sur le nucléaire, ils seraient peut-être capables de l'accepter, mais la vraie concession qu'ils refuseront, c'est la concession sur le démantèlement de leurs missiles balistiques, qui sont en fait la raison d'être de l'Iran. Ça fait 40 ans qu'ils bâtissent le plus puissant dispositif de missiles balistiques, et accepter de le réduire, c'est une capitulation
pour le régime capitulé, c'est le début de sa défaite. En tout cas, l'ayatollah Khamenei, toujours selon le New York Times, qui était une mine d'information aujourd'hui, a chargé manifestement Monsieur Laridjani. Vous vous souvenez qui c'est, hein, Oui. enfin, là, je parle à Alexandre Malafaille et Jean-Michel Salvatore dans ce studio. C'était le négociateur pendant ces accords de 2015 sur le nucléaire iranien. Il a chargé Laridjani donc de veiller à ce que la République islamique survive non seulement aux bombardements américains et israéliens, mais aussi à toute tentative d'assassinat visant ses plus hauts dirigeants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, général Bruno Clermont? Ça veut dire que les Iraniens envisagent de faire l'objet peut-être d'assassinats ciblés? Ça, c'est un scénario qui semble probable? Alors, s'il y a une opération militaire d'envergure, la priorité sera d'abord de supprimer toutes les défenses antiaériennes et tous les sites de missiles balistiques qui pourraient mener des représailles contre Israël ou contre les bases américaines ou contre les partenaires des États-Unis dans la région. C'est la priorité. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils vont passer aux centres de pouvoir. Les centres de pouvoir, c'est le régime politique, sur le gardien de la révolution, c'est l'armée iranienne, mais ça se fera dans un deuxième temps. Le but étant, et là on rentre dans une inconnue, le but étant de savoir quelles sont les conditions nécessaires militaires pour provoquer un écroulement du régime ou un basculement du régime. Est-ce que les Américains et d'ailleurs les Israéliens, qui ont, on le sait évidemment, de nombreux agents du renseignement sur place, est-ce qu'ils savent où se trouvent ces dirigeants iraniens à l'heure qu'il est ? Alors, il est évident que la clé du succès de cette opération, c'est le renseignement. Les Américains disposent d'un dispositif de renseignement satellitaire gigantesque. Et effectivement, ils ont des gens sur le terrain, le Mossad a des gens sur le terrain, la CIA a des gens sur le terrain. Donc, le ciblage, l'identification des cibles, c'est prioritaire. Il est probable qu'ils ont un grand nombre de cibles déjà qui sont capables de viser par l'aviation ou par les missiles Tomahawk américains. Mais il est également probable qu'il y en a certains dont ils ne connaissent pas encore la position. Alexandre Malafaille. Oui, mon général, bonsoir. À votre avis, le but de guerre d'une intervention américaine, ce serait quoi? Ce serait d'abord et avant tout neutraliser le nucléaire qui reste la menace par essence, notamment pour Israël? Ou est-ce qu'ils envisageraient d'aller plus loin, c'est-à-dire véritablement de tenter de décapiter le régime? Mais on sait tous, et vous le premier, que s'il n'y a pas un couplage entre l'aviation, ce qui peut se passer par le ciel et le sol, on connaît la violence du régime et sa cruauté, ils vont quand même réprimer, peut-être réprimer très fort. Donc est-ce qu'à votre avis, il peut y avoir un couplage avec une coordination au niveau de la population? Est-ce qu'on peut imaginer que quelque chose se met en place pour faire en sorte que si, en effet, on bouscule le régime, on commence à le décapiter, qu'on met en panne ou en difficulté une partie de ses infrastructures, est-ce que ça peut bouger du point de vue de la population et déclencher enfin le changement? Vous avez raison, c'est pas un bombardement aérien qui va faire écrouler le régime, c'est le bombardement aérien qui va permettre une insurrection qui, lui, va permettre de prendre le contrôle au sol du pays. Là, c'est une réponse à laquelle il est très difficile de donner la réponse, parce que ça fait 40 ans que ce régime vit sous une main de fer. On sait qu'il y a des oppositions, on sait qu'il y a une partie de la population qui est prête à se retourner contre ce régime. Est-ce qu'elle a les armes? Est-ce qu'elle sera suffisante? C'est un très grand pays, 90 millions d'habitants. Sur les 90 millions d'habitants, il est probable qu'il y a plusieurs millions, peut-être une dizaine, une vingtaine de millions qui sont favorables au régime. Donc ça sera très difficile. C'est la grande incertitude de cette opération militaire. Une opération militaire, pourquoi faire? C'est un pari gigantesque. Est-ce que Trump est prêt à prendre ce pari? C'est vraiment la question la plus importante. Et je pense que les Iraniens jouent là-dessus parce qu'ils savent très bien que c'est pas du tout évident qu'une opération militaire conduise au but espéré par Trump, c'est-à-dire un règlement rapide de la situation alors qu'il est fragilisé sur le plan politique à l'intérieur des États-Unis. C'est vrai que les manifestations qui avaient cessé, populaires, évidemment, ils ont payé un si lourd tribut, au moins 30 000 morts selon plusieurs sources. Elles ont repris précisément hier dans les rues des villes, notamment Téhéran. Est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose, selon vous, général Bruno Clermont? Il est possible que la population sente ou encourage ou souhaite l'imminence d'une opération, mais cette opération sera brutale. L'opération militaire sera brutale, mais ce qui va se passer au sol sera également extrêmement brutal. C'est un pari incroyable. Est-ce que la population est prête à payer le prix du sang dans cette opération militaire? C'est difficile.
Ouais. C'est difficile d'y répondre. En réalité, elle l'a montré qu'elle l'a déjà fait et probablement elle est prête à le faire à nouveau. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'ils seront suffisamment puissants pour s'opposer aux troupes des gardiens de la Révolution, à la police, aux Bassidji, alors qu'il n'y aura pas d'opération terrestre de la part des États-Unis? Ça, c'en est certain. C'est vraiment une question à laquelle il est totalement impossible de répondre. Jean-Michel Savator. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire de la puissance de feu de l'armée iranienne? Parce qu'on sait que l'année dernière, ça s'était assez mal passé parce que l'armée iranienne avait été surprise par l'attaque israélienne. On dit que les stocks de missiles ont été reconstitués. Est-ce que les Iraniens peuvent faire mal à l'armée américaine, ou est-ce que de toute façon le conflit est très très déséquilibré et la supériorité américaine incontestable? Non, le conflit est déséquilibré, mais dans les premiers jours de l'opération, ce sont les plus sensibles. Là, les missiles balistiques, les drones, les missiles de croisière iraniens, s'ils ne sont pas détruits assez vite, peuvent faire très mal dans la région, aux bases américaines, aux bâtiments américains, aux alliés. Je rappelle qu'on a des Français, on a des Français aux Émirats, on a des Français en Jordanie. Donc c'est pour ça il est probable, c'est pour ça que c'est un pari, c'est difficile de faire des paris sur la suite, mais une première frappe devrait être massive, la plus brutale possible, tourner vers les missiles, les sites de missiles balistiques, les sites de drones, la défense antiaérienne, avant de passer à un objectif qui serait plus politique et d'où tout peut se jouer dans les premières heures, dans les premiers jours d'une opération militaire. Alexandre Malafert. Oui, il y a un risque quand même parce que le succès de l'opération, la guerre des 12 jours, avait reposé quand même sur la capacité qu'avait eu Israël à neutraliser de manière absolument remarquable une très grande partie des installations de riposte, à la fois solaires, des missiles, etc. Et ça, ils l'ont fait parce qu'ils ont préparé leur opération pendant des mois, des années, comme ils l'ont fait pour le Hezbollah, il y a eu pas mal d'opérations de sabotage assez remarquables mises en œuvre. Vous avez vu qu'il y a eu des frappes massives à Baalbek sur le Hezbollah, justement, d'Israël ce week-end. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que vous pensez qu'Israël est toujours en mesure de continuer à préparer le terrain, c'est-à-dire de neutraliser le mieux possible toutes les capacités de riposte? Parce que s'ils ne le font pas, pour le coup, l'Iran est capable de dégainer très vite. Mais les Américains ont des moyens supérieurs à ceux des Israéliens pour pour faire ce que les Israéliens avaient fait pendant la guerre des 12 jours. Donc de ce côté-là, j'ai pas d'inquiétude sur la capacité des États-Unis à faire ce qu'ont fait les Iraniens en encore plus puissant. Et si nécessaire, d'ailleurs, l'aviation israélienne se joindra à l'aviation américaine pour être en mesure de décapiter toute cette menace qui viendrait de l'Iran dans les premières heures, dans les premiers jours de ce conflit, qui ensuite se concentrerait sur des objectifs plus politiques, plus militaires, plus liés au régime. Non, le dispositif américain qui est en place est considérable. À titre d'exemple, il y a un chiffre à peu près, il y a à peu près 1 millier de Tomahawk qui peuvent être tirés par les Américains si on prend les frégates et les sous-marins présents dans la zone. Donc on n'a jamais, moi à ma connaissance, j'ai jamais vu une telle puissance militaire déployée en même temps, et c'est sans doute supérieur à ce qu'on a connu en 2003 et 1991, c'était très loin. Aujourd'hui, toutes les munitions sont précises, ce qui n'était pas le cas en 91 et pas totalement le cas en 2003. Toutes les munitions sont extrêmement précises et chaque munition ciblera un objectif particulier. C'est vrai que l'arsenal est impressionnant, 16 à 20 000 personnels militaires sur place, des forces navales inconsidérables, des forces aériennes. Comment se passe le moment où on se dit, on appuie sur le bouton, Donald Trump appelle, je crois, le commandant en chef sur place, la chaîne de commandement se fait suite très vite. À quel moment on prend cette décision et en fonction de quoi, général ? Alors là, vraiment, le président va réunir son conseil de sécurité, ses principaux conseillers. On va lui présenter la dernière fois les options possibles. Et puis il va dire, je prends cette option. Et dans l'option, il sera prévu l'heure à laquelle commencera la frappe et la séquence des opérations, et éventuellement des pauses, puis des reprises en fonction de l'évolution diplomatique ou pas. Donc ça peut aller très vite. Le porte-avions Ford, il n'est pas très loin. Quand il sera là dans 2-3 jours, le dispositif est prêt et Trump peut décider quand il veut de lancer une opération. Mais je rappelle, et c'est pour ça, et ça va le faire hésiter, rien ne garantit qu'une opération se passera aussi bien que les 12 jours de l'opération du mois de juin. Rappelons que dans les 12 jours du mois de juin, c'est Trump qui a mis un arrêt aux opérations et finalement ça s'est arrêté et puis la vie a repris son cours. Là, il n'est pas question de l'arrêter l'opération tant qu'il n'y a pas des résultats probants. Bon. 3-4 jours, donc l'arrivée du porte-avions, rien avant probablement.
On parie, je ne sais pas si c'est le mot, mais est-ce qu'on peut parier sur une intervention dans la prochaine semaine, selon vous? Écoutez, je pense que Trump a parlé d'un ultimatum il y a quelques jours, le 19, de 10 ou 15 jours. Vous voyez, 19 plus 10, ça fait 29. 29, début mars, dernière semaine de février. C'est difficile à dire parce qu'il a aussi intérêt à prendre les Iraniens par surprise, c'est-à-dire à frapper au moment où ils ne s'y attendent pas. Oui, Donc, c'est ça. ils peuvent même frapper avant que le porte-avions n'arrive. Le dispositif est prêt. La surprise, ce sera importante, mais c'est un choix. Je pense que pas grand monde, pas beaucoup de responsables politiques n'auraient envie d'être à la place de Trump en ce moment, parce qu'il a une responsabilité énorme sur les épaules. C'est celle de mener une guerre contre l'Iran, un régime qui terrorise sa population depuis 47 ans, et ça peut faire basculer la région. Merci à vous, Général Bruno Clermont, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et dans quelques instants, on parlera toujours de Donald Trump, mais empêtré dans sa guerre, plutôt avec les droits de douane. Mais enfin, celle-là, c'est une mauvaise séquence pour lui. On en parlera dans quelques secondes. Et on retrouve Maëlle Laurent dans quelques minutes aussi pour un point sur l'actualité, juste après la pause.